Bonjour à tous, je m'appelle Corentin Pangot, je suis chef de clinique dans le service du professeur Cécy à l'hôpital Lyon-Sud et j'ai été formé en particulier à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille par le professeur Mathieu Olivier. Je vais vous parler aujourd'hui des ménisectomies, de la théorie à la pratique pour ce DU d'arthroscopie. Alors, en introduction, je suis content de vous parler des ménisectomies puisque les ménisectomies, c'est un sujet qui est tabou. Qui n'est pas forcément bien vu. La question, c'est est-ce qu'on a le droit d'en faire ou pas? Alors, on va nous baser principalement sur le consensus de l'ESCA qui a été fait en 2016 et qui répond à la plupart des questions qu'on se pose sur les ménisectomies. On parlera dans un premier temps de physiopathologie et c'est ça qui va sous-tendre toute la réflexion et qui va permettre de comprendre ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. On parlera dans un premier temps de théorie et dans un deuxième temps de pratique. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce que c'est mal? Est-ce qu'on le fait quand même? Et si on décide de le faire, comment est-ce qu'on le fait? En termes de physiopathologie, alors voilà un petit rappel anatomique avec une coupe d'un genou et des deux ménisques que vous commencez à avoir l'habitude de voir, le ménisque médial et le ménisque latéral, deux cordes méniscales. Le ménisque, donc, c'est un fibrocartilage qui a pour rôle d'amortir les chocs entre le fémur et le tibia et qui a une innervation puisqu'il est le siège de mécanorécepteurs qui sont principalement situés au niveau des cornes méniscales. Il semblerait que la partie charnue, la partie moyenne du ménisque, ne soit pas innervée et donc non douloureuse. En revanche, les douleurs associées aux lésions méniscales sont, elles, dues aux compressions capsulaires, par exemple dans les languettes, ou aux lésions cartilagineuses qui conduisent à de l'arthrose. On distingue deux types de lésions méniscales, les lésions traumatiques et les lésions dégénératives. Les lésions traumatiques, on avait un ménisque au préalable sain chez les patients jeunes avec une histoire de traumatisme, et les lésions dégénératives qui sont a priori, c'est ce qu'on a découvert sur les 10 dernières années, des lésions préarthrosiques. Cet article de Martin Yang-Moon était un des premiers à montrer que chez des patients non opérés, la lésion méniscale dégénérative, habituellement des lésions plutôt horizontales, souvent des cornes postérieures ou des segments moyens, sont des lésions qui représentent en fait le premier stade de l'arthrose. Alors, la question, est-ce que c'est mal? La réponse, oui, c'est mal. Il ne faut pas faire de ménisectomie, sauf dans certains cas, et on va voir lesquels. On va voir dans un premier temps les raisons qui expliquent pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire de ménisectomie. Pour parler des lésions dégénératives, on a cet article publié dans l'AJSM en 2013 par une équipe coréenne qui ne retrouvait pas de bénéfice fonctionnel à faire un traitement chirurgical par opposition au traitement médical. Un deuxième article, l'article de Torlund et al., qui, lui, ne retrouvait pas de bénéfice fonctionnel à 1 an et à 2 ans post-ménisectomie, mais qui retrouvait plus de complications, en particularité plus de TVT. On a cet article publié dans KSSPA en 2007 par Sylvia Erlin, qui, elle, disait qu'il y avait entre 0 et 35% d'indications chirurgicales après traitement médical, c'est-à-dire des patients pour qui on a opté pour un traitement médical sur une lésion dégénérative et qui finalement vont être en échec de ce traitement médical et vont avoir besoin de se faire opérer. On peut donc considérer qu'il y a au maximum 2 tiers des personnes chez qui le traitement médical va être efficace. Donc, ça vaut le coup de faire un traitement médical avant de faire de la chirurgie, en sachant que, comme d'habitude, il y a des risques à opérer les patients. Alors, cet article de Personne, c'est un article sur justement le risque d'arthrose
après les ménisectomies. Alors là, on parle non plus de lésions dégénératives, mais de lésions traumatiques. On peut voir que sur une cohorte d'à peu près 2500 patients, il y avait 2,3% d'arthrose en moyenne 10 ans de follow-up dans la population générale, 10% d'arthrose après suture méniscale et 17% après ménisectomie. Le fait de passer de la suture de la ménisectomie à la réparation permettait une réduction significative du risque d'arthrose à distance. Donc, dans les lésions traumatiques, on évite les ménisectomies. Alors, c'est un petit schéma qui permet de montrer surtout la série de la Softcode de 2014 à 10 ans. Dans le cas de LCA reconstruit, on avait une partie de la cohorte qui était des patients avec une ménisectomie et des patients avec une suture méniscale. On peut voir que la prévalence de l'arthrose était 31% à 10 ans de recul dans la cohorte ménisectomie et plutôt proche de 8,5% après suture méniscale. Enfin, la question est de savoir, quand on a une lésion dégénérative, donc préarthrosique, est-ce qu'on va augmenter le risque d'arthrose et est-ce que l'arthrose va arriver plus vite? Et effectivement, c'est ce qui ressort dans ces trois papiers. Encore un papier de Martin Englund en 2004 qui retrouvait plus 27% d'arthrose. Alors ça, c'était radiologique à 10 ans après ménisectomie. L'article de Hullet en 2015 retrouvait plus 44% et l'article de Chatin avec Philippe Néret plus 22%. Donc, on est maintenant certain que lorsqu'on enlève un ménisque dégénératif, on augmente l'arthrose. Alors, est-ce qu'on le fait quand même? Eh bien, oui, on le fait quand même. On le fait quand même avec un petit plaisir coupable d'ailleurs, puisqu'on sait que c'est interdit, mais on va voir qu'il reste quelques indications pour faire des ménisectomies. Tout d'abord, que dit le consensus de l'ESCA? Donc, le consensus de l'ESCA, voilà ce qui en ressort, puisqu'il concerne le ménisque dégénératif, c'est dans un premier temps, traitement médical. Si échec de traitement médical et symptômes méniscaux francs, on envisage une ménisectomie. On envisage une ménisectomie uniquement si la radiographie est normale. Voici donc les critères qui doivent être réunis pour envisager une ménisectomie dans un cadre de ménisque dégénératif. En ce qui concerne les lésions traumatiques, on évite un maximum les ménisectomies, on essaie de suturer un maximum. Certaines languettes ne peuvent pas être réparées et donc on envisagera la ménisectomie en première intention. Et sinon, on considérera les échecs de réparation comme des indications de ménisectomie. Pour ce qui concerne les lésions dégénératives, on l'a dit, échec de traitement médical et absence d'arthrose, donc une radiographie normale. Maintenant qu'on a compris ce qui sous-tend les indications médicales et chirurgicales, la question c'est, puisqu'on a décidé de faire des ménisectomies, comment est-ce qu'on fait? Alors, voici pour la partie préopératoire. Vous pouvez voir sur cette slide l'arbre diagnostique du consensus de l'ESCA. Donc, ça, c'est vraiment un des gros take-home messages. C'est de dire, quand on a un ménisque traumatique, on le répare. Quand on a un ménisque dégénératif, on regarde le consensus de l'ESCA, on fait des radios et on ne fait pas trop d'IRM. Et on évite de faire des IRM après 55 ans parce qu'on est certain qu'on va trouver des ménisques dégénératifs et ça ne va pas nous apporter grand-chose. Une fois qu'on a fait notre radio, qu'il n'y a pas d'arthrose, qu'on suspecte une lésion méniscale dégénérative, on fait un traitement médical. En cas de succès, tant mieux. En cas d'échec, on envisage de faire une IRM. En cas d'absence d'arthrose, on peut faire une ménisectomie partielle. Et en cas de présence d'arthrose, on ne fait pas de ménisectomie partielle et on traite ça comme une arthrose débutante. En cas d'échec
du traitement médical, c'est là où on envisagera effectivement le traitement chirurgical, en sachant que ça va très probablement soulager le patient de ses douleurs et aggraver son arthrose à moyen terme. Alors, on envisage maintenant la pratique. Une phrase de Benjamin Franklin, c'est « If you fail to plan, you plan to fail ». Donc, il faut savoir où on va et qu'est-ce qu'on va faire. Pour ça, votre ami, c'est l'IRM. Vous pouvez voir sur cette slide une belle IRM d'image en anse de saut. Il faut savoir où on va et ce qu'on a prévu de faire. C'est vrai pour les sutures, c'est aussi vrai pour les ménisectomies. On essaie d'avoir le maximum d'informations en préopératoire. Parlons maintenant un peu d'installation. Alors, l'installation, il y en a plein. Et moi, ce que je pense qu'il est important de retenir, c'est qu'il faut utiliser l'installation qui vous plaît. Il faut que le genou soit libre et il faut idéalement pouvoir opérer seul, puisque c'est un petit geste et qu'on n'a pas toujours d'instrumentiste à disposition pour le faire. Je vais vous montrer les différents types d'installations qu'on peut voir. L'arthrostress, donc l'arthrostress jambe pendante, qui a effectivement l'intérêt d'avoir une jambe libre et de pouvoir mettre du valgus et du varus tant que vous voulez. On peut les installer comme plutôt une PTG, bien à 90 degrés, avec une barre à genoux en bout de table, un garrot en racine de cuisse et une cale latérale, ce qui aura l'avantage d'avoir le genou totalement libre. Pour passer en position de cabote, ce sera probablement plus facile. Et vous pourrez vous reposer en laissant le genou sur la cale. Alors ça, c'est un tips pour les débutants en arthroscopie, c'est le marchepied. Quand vous mettez, mais là on parle surtout d'un ménisque médial, quand vous mettez du valgus, l'idée est de venir caler le pied du patient sur votre cuisse. Et pour ça, si vous avez ce petit marchepied qui vous permet, vous, de surélever la jambe, ça va vous permettre de vous trouver une position confortable pendant l'intégralité de l'intervention. Les différentes positions. Quand on veut travailler dans l'échancrure, on se met à 90 degrés. Quand on veut travailler dans le compartiment fémorotibial médial, on va plutôt se mettre à 30 degrés de flexion avec du valgus, c'est là où le marchepied est utile. Quand on veut travailler dans le compartiment fémorotibial latéral, ce sera plutôt en cabote. C'est le moment d'explorer le ménisque latéral. Le matos. Alors, on va voir le matos nécessaire et le matos bonus, on va dire les petits tips qui rendent la vie plus confortable. Voilà ce qui est non négociable. Un palpeur, une basket, une pince préhensive et un souhait. Sans ça, on ne peut pas faire de ménisectomie, on ne peut pas faire d'arthrose de genou. Les pinces basket, alors ça c'est un des premiers tips. J'en profite pour faire de la pub pour le livre de M. Favard qui s'appelle « Du bon usage des instruments en chirurgie orthopédique » et qui est assez passionnant sur la façon d'utiliser les différents instruments. On apprend plein de choses. Alors, les baskets, il y en a différents types et il y en a des coudées. Un des tips, c'est d'avoir des baskets qui tournent à gauche ou qui tournent à droite, ce qui vous permet d'aller chercher dans les recoins du genou. C'est assez pratique. Le petit couteau de shaver. Très souvent, si vous cherchez dans vos blocs, vous avez 2 voire 3 tailles de couteau de shaver. Ça va de 3,5 mm, 4,5 mm à 5,5 mm. 5,5, c'est gros. C'est pratique dans une épaule. C'est pratique aussi quand on veut shaver un croisé pour faire un LCA. Mais ce n'est pas pratique si on veut shaver un ménisque, en sachant que l'espace articulaire est assez petit. Donc, prenez le petit couteau de shaver, celui qui fait 3,5 mm, et vous serez beaucoup plus à l'aise pour vous balader dans le genou. Les voies d'abord. Vos voies d'abord classiques, une voie latérale pour la voie arthroscopique et une voie médiale pour la voie instrumentale. N'hésitez pas à varier les voies d'abord et, avec l'expérience, à les positionner différemment en fonction des compartiments que vous souhaitez explorer. Une technique marseillaise est de faire la voie d'abord instrumentale horizontale, ce qui va vous donner une plus grande liberté de mouvement quand vous bougerez dans votre voie médiale. Quand je vous disais de multiplier les voies d'abord, il y a les voies accessoires, comme la voie Gilquist, qui est la voie transtendineuse, ou des voies postérieures,
postéromédiales en particulier, alors qui serviront en général plus sur mes sutures méniscales, en particulier les rampes lésions. Mais si vous avez besoin pour une raison ou pour une autre de passer derrière, n'hésitez pas à faire des voies d'abord en plus. Et surtout, sachez faire ces voies d'abord, puisque ça vous sera forcément utile un jour. Pour la voie postéromédiale, on passe le scope dans l'échancrure, on tourne le regard et on fait un repérage à l'aiguille pour arriver entre le LCP et la colonne postérieure. Un autre type, c'est de penser à inverser les voies. Quand vous faites des gestes un peu complexes, quand vous avez du mal à vous repérer ou quand vous pensez que vous n'arrivez pas à voir correctement une lésion, n'hésitez pas à passer le scope dans la voie médiale et les instruments par la voie latérale. Encore un type, c'est le pie crusting. Alors le pie crusting, bon, dans la ménisectomie, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent, mais je pense que c'est quelque chose à ne pas hésiter à faire quand on fait une intervention qui commence à être compliquée ou pour laquelle on a du mal à s'exposer. Le pie crusting, c'est une section partielle du LLI. Alors vous prenez un trocard rose, vous prenez ça aux anesthésistes, ça vous permet de gratter le LLI au niveau de son insertion distale, au ras du tibia, avec le scope en intra-articulaire. Ça va vous permettre de voir le compartiment fémoro-tibial s'ouvrir au fur et à mesure où vous mettez du valgus. Il faut y aller relativement doucement, parce qu'il y a toujours un risque de faire une entorse grave, une rupture complète du LLI, et donc il ne faut pas forcer le valgus comme une brute. Le secret, c'est la bonne exposition. C'est d'aller voir correctement avec son scope et d'avoir un interligne qui s'ouvre correctement. Quand vous rentrez dans l'articulation, surtout au début de la learning curve, on a tendance à avoir du OFAT partout et à ne pas se repérer. Ce que je vous conseille sur le début de la learning curve, c'est de ne pas hésiter à shaver du OFA. On dit volontiers que ce n'est pas bien et probablement que ça favorise des douleurs antérieures résiduelles. Mais pour commencer à opérer, il faut y voir clair. Donc, commencez par shaver du OFA et si vous voulez être plus classe, vous shavez le ligament suspenseur du OFA. On le voit très bien sur cette planche anatomique, aussi appelée intrapatellar plica. Quand vous rentrez dans l'articulation, vous allez chercher au sommet de l'échancrure un coup de shaver. Et là, votre OFA va partir en antérieur et va vous laisser une très bonne vision dans l'articulation. Encore une chose pour le début de la learning curve, c'est pas toujours facile de se repérer dans un genou. Alors, on parle de plus en plus de simulation, donc faites du simulateur et entraînez-vous. Une fois que vous serez triangulé, ça vous servira toute la vie. Vous avez un scope à 30 degrés, donc si vous êtes perdu, vous touchez votre scope avec le palpeur et vous essayez de glisser les instruments. Au bout d'un moment, ils se retrouveront forcément dans le champ de vision. Alors, on parle un petit peu de spécificité méniscale. Le ménisque latéral, l'exposition est plus facile puisque vous vous mettez en position de cabote. Souvenez-vous qu'il est mobile puisqu'il y a l'hiatus du poplité, donc il est plus mobile que le ménisque médial. Ce n'est pas forcément anormal lorsque vous le palpez. Le ménisque médial, alors là, je vous ai mis un petit schéma d'anse de saut et on va parler de comment on réséque une anse de saut. On fait une section postérieure. Il y a une erreur à ne pas faire, c'est de couper la corne antérieure, puisque vous avez un risque que votre languette avec le flux parte complètement en postérieur. Là, si vous ne savez pas faire de voie postéromédiale, vous allez être très embêté et l'arthroscopie sera quand même plus compliquée. Donc, si vous avez à réséquer une anse de saut, vous coupez la corne postérieure. Ensuite, la languette va se rabattre vers vous et vous pourrez couper la corne antérieure, retirer l'anse de saut. Les finitions, vous pouvez les faire à la basket ou au shaver. Pensez à l'économie méniscale. On n'est pas là pour faire des ménisectomies totales. Vous avez compris que les ménisectomies, c'est mal. Donc, moins on en enlève, mieux on se porte. Contrôle au palpeur à la fin de l'intervention, qu'on n'en ait pas oublié une petite languette ou qu'il n'y ait pas une languette luxée dans un récessus qui pourrait être douloureuse en post-opératoire. Les take-home messages, c'est cela. Les lésions traumatiques, on a le droit de faire des ménisectomies en première intention sur les languettes,
qui sont non réparables. En cas d'échec de réparation, on envisage une ménisectomie. Pour ce qui concerne les lésions dégénératives, d'abord traitement médical. En cas d'échec de traitement médical et d'absence d'arthrose, on envisagera une ménisectomie si le patient est toujours gêné. J'en profite pour citer cette phrase de M. Beaufils, un ménisque non palpé est un ménisque non vu, et souvenez-vous-en lors de vos premières arthroscopies. Je vous remercie pour votre attention.